vais vous lire un passage maintenant d'un livre de Vincent Villeminot. Je ne sais pas encore lequel, parce que j'hésite. J'hésite entre Nous sommes l'étincelle, très grand roman, qui pour moi regroupe, je dirais, tous les thèmes chers de Vincent et tous ses talents. Donc une histoire vraiment très complexe dans sa structure, un labyrinthe, où on retrouve l'idée de clan, de violence, des passages sublimes sur la nature. Et j'hésite avec Comme des sauvages, qui est son dernier roman, que j'ai beaucoup aimé, qui est assez perturbant, et je pense que je vais lire peut-être le début de Comme des sauvages. Un grand gaillard comme lui. 1. L'été de ses 13 ans, leurs parents annoncèrent à Tom et à sa sœur Emma, dite M, qu'ils se séparaient. C'était un soir de mi-juillet. M travaillait depuis qu'elle avait bouclé ses examens universitaires, fin mai, dans une halle aux chaussures, à Paris, pour se payer des vacances, ou pour s'offrir son indépendance, ou un sac à la mode, ou peut-être des chaussures plus chères que celles vendues dans son magasin. Leurs parents avaient profité d'un week-end où elle revenait chez eux. C'était vendredi soir, elle venait d'arriver. Ils s'installèrent dans les canapés et ils firent leur annonce. Le salon était une pièce assez triste. Les canapés prenaient l'usure, les rideaux de voile blanc avaient terni avec les années, et les fenêtres distribuaient mal la lumière désormais. Tom ne manifesta aucune émotion ou surprise. Il s'y attendait. Il demanda simplement avec lequel des deux il allait vivre. On lui dit qu'il aurait le choix, qu'il passerait les vacances en alterné, mais que concernant l'année scolaire, il choisirait. On ajouta qu'il devrait changer de collège, quoi qu'il en soit. Il mit un instant avant de comprendre. Après un bref silence, il demanda qui allait garder la maison. On lui répondit que personne n'en aurait les moyens. « 30 mars. Charles. L'heure était venue de faire face aux hommes, leurs silhouettes de bipèdes dressées dans le crépuscule comme des arbres en mouvement, si proches de lui à présent, à peine 3 foulées pour les atteindre, et leur odeur sans pareille, sueur amère et terre lointaine, et leurs cris indéchiffrables et leurs peaux couvertes d'autres peaux qui n'étaient pas les leurs. Jamais il ne les avait tant approchées, il avait fallu qu'il l'y pousse un jour entier à les sentir à ses trousses, un jour entier à sillonner le bush, à ramper sous les épines des acacias, à raser les murs de pierre enflammés de soleil, à creuser et recreuser 100 fois sa trace, de broussaille en broussaille, les pas dans les mêmes empreintes, les détours innombrables entre les troncs, n'importe quoi pour les faire lâcher prise, un jour entier à se sentir gibier et non plus prédateur, la patience mise à mal, agacée, nerfs à vif, un jour entier auquel il venait de mettre fin, surtout ne pas leur laisser cette victoire-là, pas lui, pas ici, pas dans ce désert qu'il arpentait depuis toujours et dont il savait tout, les ruses et les ingratitudes, les nuits glacées autant que les jours brûlants, les heures où l'ombre devenait précieuse, les mers de sable façonnées par les vents, les dunes mouvantes où s'enfonçaient ses pas, quand détalaient les autruches, les tempêtes qui parfois s'élevaient et vous fouettaient jusque sous les paupières, les distances infinies entre les oasis chétives et pleines de sel où s'abreuvaient les proies, les plaines caillouteuses et les fleurs centenaires qui y ancraient leurs racines, les troncs tordus des mopanes et ceux des eucléas, les remparts rocheux le long des fleuves à sec, la manière de s'y mouvoir à la verticale pour poursuivre un zèbre de montagne, les plages aussi, l'océan dévorant la côte des squelettes, les carcasses providentielles des baleines égarées, celles des navires humains échoués depuis des décennies. Point. Je viens de lire la première phrase du roman de Colin Niel, Entre fauves. Cette première phrase, d'une ampleur assez incroyable, qui nous emporte d'emblée au cœur du récit. C'est l'histoire de 3 chasseurs, un fauve, une chasseuse de fauves et un chasseur de chasseuses de fauves, qui vont s'affronter
entre la Namibie et les Pyrénées, et on commence dans la tête du lion, Charles, qui fait la couverture du roman. Et si j'ai choisi de vous en lire la première phrase, c'est parce que d'emblée, elle se situe au point crucial du roman. On est le 30 mars, on va revenir en arrière, il va y avoir un jeu de flashback et de flash forward pour nous ramener aux 2/3 du roman, à cette minute précise où 2 des chasseurs se retrouvent. Voilà, c'est ce que j'ai préféré dans ce roman, c'est cette littérature-là du lion, qui a une ampleur incroyable, qui nous emmène dans quelque chose d'inédit, parce que ça donne la parole à un animal d'une façon quasi proustienne, hein, avec des phrases extrêmement développées, circulaires, sinuantes, comme le sable du désert, et qu'en définitive, les hommes vont être cantonnés à des pensées beaucoup plus brèves, et c'est comme si c'était le lion qui portait la mémoire et la langue de la chasse. J'ai été extrêmement séduit par ces passages à la 3e personne. Les passages à la première personne, il va falloir l'assemblage des flashbacks et des flash-forward pour petit à petit arriver à ce point de tension où on ne peut plus lâcher le roman et où on se retrouve avec des chasseurs chassés. Mais dès le début, en revanche, la langue du fauve nous saisit. Et c'est la très grande force de Colin d'avoir prêté une langue à ce qui devrait n'être qu'un rugissement. Je crois qu'on va commencer bientôt. Hein. Eh bien, on commence tout de suite, même. Ah, on commence tout de suite, d'accord. Allez, c'est parti. Rebonjour Colin, bonjour Vincent, que j'ai pas encore, que j'ai vu sur les écrans du festival, mais que j'ai pas encore eu l'occasion, avec qui j'ai pas encore eu l'occasion de parler en direct. Merci d'être là tous les deux à nouveau. Donc, on est sur le dernier débat, et non des moindres, du festival virtuel Livre à vous pour cette édition particulière. Un débat autour de l'écologie, parce qu'il nous a semblé que vos 2 livres, vos 2 univers étaient tout à fait concernés par cette thématique. Alors le souci écologique, évidemment, il est de plus en plus présent pour des raisons évidentes dans notre vie, et donc pas du tout étonnant que la littérature, au sens général, s'en saisisse, peut-être déjà depuis un certain temps. La littérature peut nous aider à réfléchir sur l'écologie, sur l'avenir qui nous attend, de plusieurs façons. Elle peut peut-être parfois nous faire peur, elle peut nous donner des leçons éventuellement, ou elle peut aussi nous faire réfléchir, et il nous a semblé que vos 2 romans, Nous sommes l'étincelle pour Vincent, c'est celui sur lequel je vais me baser moi principalement, mais on peut déborder, et Entre fauves pour Colin Niel, sont des romans qui justement nous invitent à réfléchir la question écologique dans un sens global. Alors, je vais, pour ceux qui éventuellement ne vous connaîtraient pas ou connaîtraient pas ces 2 romans, je vais rapidement les présenter. Vincent, je vais pas refaire votre parcours. Vous êtes un des invités d'honneur de cette année. Vous étiez là l'année passée. Vous avez déjà intervenu. Vous êtes déjà intervenu pendant le festival, donc je pense que tout le monde vous situe. Simplement, donc, Nous sommes l'étincelle. Pourquoi ce roman ? Parce qu'il pose des nombreuses questions sur l'écologie, et parce qu'il a reçu aussi, je le souligne, le prix du roman d'écologie, hein, qui est un prix qui place l'écologie au cœur de son intrigue et dont l'écriture est d'une haute qualité littéraire. Roman qui c'est dit comme ça dans le prix. Hein. Donc c'est un roman qui a obtenu ce prix d'ailleurs face à d'autres romans qui étaient des auteurs de littérature adulte. Petite parenthèse pour dire que la littérature jeunesse, c'est pas seulement pour la jeunesse, mais c'est avant tout de la littérature. En tout cas, c'est mon avis. Merci. C'est vrai.
Donc, Nous sommes l'étincelle, c'est un roman qui nous présente une histoire à plusieurs époques, sur 3 générations, qui va débuter dans une période qui est assez proche de la nôtre, où déjà, à cette période où le roman débute, on considère que l'on a fait progresser l'écologie. Par exemple, le véganisme est devenu une obligation, où on a toute une bande au milieu de la France, une bande géographique, où on a fait une forêt qui est une sorte de réserve naturelle où on laisse la nature et les animaux se débrouiller et où, a priori, il est interdit de rentrer. Mais dans cette société, je la décris vraiment de façon très brève, il y a encore d'autres problèmes qui se posent et un certain Thomas F. va écrire un ouvrage important qui s'appelle Do Not Count of Us. Thomas est un jeune homme. Ce livre qui en français se traduirait par Ne comptez pas sur nous, incite à faire sécession, c'est-à-dire à quitter la société et essayer, chacun de son côté, de vivre autrement, de vivre quelque chose. Et donc ça va être une sorte de manifeste pour toute une génération, pour un certain nombre de jeunes, qui vont du coup essayer, avec des questions plutôt que des réponses, avec des tâtonnements, d'aller vivre justement dans cette forêt interdite, entre guillemets, en essayant d'avoir une vie la plus naturelle possible. On va voir comment tout ça se développe et comment tout ça aboutit ou pas, parce que ce roman est aussi, me semble-t-il, une confrontation des idées à une réalité, voir si toutes les idées qu'on peut aujourd'hui aussi voir fleurir du côté de l'écologie peuvent être vraiment applicables si on est dans un monde concret. Donc voilà rapidement, je le réduis sans doute un petit peu, mais c'est pour faire court. Non, ça correspond tout à fait à ça, et c'est vraiment l'idée d'inventer une utopie de départ et la frotter pendant 40 ans au réel. Vraiment, c'est le projet, ouais. Alors, on va y revenir. Et du coup, donc, Colin Niel, pour vous présenter rapidement et redire quelques mots sur Entre Fauves. Donc, Colin, vous êtes auteur de romans noirs. Sur votre parcours personnel et professionnel, on peut préciser quand même que vous avez aussi travaillé une quinzaine d'années dans la préservation de la biodiversité, puisque vous avez notamment été chef de mission en Guyane pour créer le parc amazonien de Guyane. Vous avez travaillé aussi plus tard comme directeur adjoint du parc national de Guadeloupe. Donc vous avez été concerné au premier chef par ces questions écologiques. Et donc votre dernier roman, juste avant qu'on débute, Vincent, de façon enregistrée, on lisait la première page, qui s'appelle donc Entre Fauves, explore entre autres choses la question de la chasse aux grands prédateurs, en l'occurrence donc un lion, et à travers l'histoire au départ d'un homme qui s'appelle Martin, qui travaille pour le parc régional des Pyrénées, qui va se mettre en chasse d'une jeune fille qui, elle, aurait tué un lion, qui est un personnage aussi du roman. Un roman qui va nous mener jusqu'en Afrique, en Namibie plus précisément, et où peu à peu nos certitudes se brouillent, c'est-à-dire que l'écologiste que Martin symbolise un petit peu va devenir chasseur, le chasseur va devenir proie, celui qui côtoie le lion au quotidien, puisqu'on va être transporté aussi du côté de l'Afrique, on va voir qu'il chasse le lion, mais aussi pour des raisons qui sont tout à fait légitimes. Bref, nos certitudes, celles qu'on peut avoir sur l'écologie, nos positions parfois un peu radicales, sont questionnées et remises à plat. Et donc, ma première question, ma remarque et première question, c'est que tous les deux, chacun de façon tout à fait différente, il me semble que d'abord vous questionnez l'écologie sur ce qu'elle est et qu'elle ne doit surtout pas être un dogme. C'est-à-dire que certes, l'écologie, le souci écologique, l'avenir fait qu'on ne peut pas passer outre, mais ça ne peut pas être quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui s'expérimente et qui doit effectivement être questionné en permanence. Est-ce que c'est des questions qui ont sous-tendu un peu l'écriture de vos deux romans ? Je commence. Oui. À dire vrai, moi, quand j'ai écrit ce roman, j'avais
pas du tout en tête l'idée d'écrire un roman d'écologie. Et c'est la sélection dans ce prix qui m'en a fait prendre conscience. Quand on est romancier, en fait, forcément, on s'intéresse au réel et à la façon dont nos personnages habitent un lieu. Là, il se trouve que c'est des personnages qui changent de lieu et qui choisissent d'habiter dans la forêt, et la forêt va les transformer. Il me semble, pour répondre à votre question, Thierry, que en fait, un roman interroge toujours tous les dogmes, parce que le propre du roman, c'est de confronter des personnages qui ont tous un certain nombre de dogmes, un certain nombre de convictions, à du réel. Et que la procédure romanesque, c'est plonger des personnages avec leurs idées, leurs convictions, etc., dans du réel, de l'imprévu, de l'accidentel, etc. Et en ce sens, si mes personnages sont mus par un besoin de retour à la nature, le roman va les interroger, de la même façon que dans le roman de Colin, il me semble, ces personnages qui sont mus par des motivations différentes, que ce soit Martin, Apolline, que ce soit les animaux aussi, là aussi, ils vont être confrontés à des questions et à des problèmes que leur pose le réel. Et en ce sens, ouais, je pense que tout roman est antidogmatique. En tout cas, il questionne les dogmes. Colin, est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut-être est apparu après dans votre réflexion, ou quelque chose qui était sous-tendu dès le départ, d'apporter des nuances? Non, je pense que moi, c'était quand même assez explicite au départ dans le projet. Bon, d'abord, je voulais dire que je suis très content de faire cette rencontre avec Vincent, que Nous sommes l'étincelle. C'est un roman qui, moi, m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu. Je trouve que justement sur la construction du discours politique de ces jeunes autour de l'écologie, je trouve ça super, vraiment très très intéressant. Et la manière dont ce discours politique et cette idéologie très construite se heurte et se confronte à la réalité, moi ça m'a passionné. Moi, disons que c'est vrai que moi j'ai travaillé dans le domaine de la protection de la nature, on va dire, pendant pas mal d'années. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai pas commencé à écrire sur l'écologie. Les questions d'écologie étaient peut-être toujours un petit peu en arrière-plan. Il y avait toujours en tout cas, un questionnement sur le rapport de l'homme au territoire, et notamment au territoire naturel, comment l'homme façonne la nature, comment la nature façonne l'homme. Ça, moi, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Mais j'ai toujours eu cette impression de tourner un petit peu autour des questions écologiques sans réussir à les aborder frontalement, parce que je trouvais que c'était compliqué de les aborder, parce que je trouve qu'en fait, une fiction qui parle d'écologie risque assez vite de nous emmener dans quelque chose d'assez manichéen, quoi, avec tu vois, les méchants chasseurs ou les méchants pollueurs ou les méchantes multinationales qui dégradent l'environnement et les gentils écolos de l'autre côté. Et même si je pense qu'il y a une part de vérité et de réel là-dedans, d'un point de vue romanesque, moi je trouve pas que ça soit quelque chose d'intéressant. Et je trouve que justement l'intérêt du roman, et tout particulièrement du roman noir, c'est de travailler sur toutes ce qu'on appelle la zone grise, quoi. C'est toutes ces zones où effectivement le bien et le mal se mélangent, ou même commence à ne plus avoir vraiment de sens, où la notion de méchant, de gentil, en fait, commence à perdre de son intérêt. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement la confrontation de l'idéologie que peuvent avoir mes personnages à la réalité, et notamment à la réalité de terrain, quoi. C'est comment ça se passe vraiment sur place. Et ce que je voulais aborder aussi dans Entre Fauves, c'est le passage d'une idéologie écologiste aujourd'hui qui se développe, et qui se développe en partie derrière nos écrans, hein, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on peut lire, et on est abreuvé d'informations autour de l'écologie. Et comment ça se passe quand on passe de ce monde virtuel, enfin en tout cas de cette interface du virtuel au terrain, quoi, à la réalité. Et
et qu'est-ce qu'il y a derrière les évidences. Parce qu'effectivement, la chasse, et notamment la grande chasse, on a tous vu ces photos de trophées de chasse qui circulent sur Internet. Voilà, donc ces hommes ou ces femmes qui posent avec leur fusil à côté du lion, de l'éléphant, de la girafe, voire même du rhinocéros qu'ils ont tué. Il y a quelque chose de très violent derrière ces photos. Moi-même, je suis très choqué quand je les vois. Il y a une espèce d'évidence de la violence et de cette espèce d'incarnation du mal que représentent ces chasseurs, que moi je voulais confronter à la réalité, et se dire bah oui, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces photos? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces images? Et lorsqu'on se projette de ce monde, de cette vision virtuelle de l'écologie au terrain, si on arrive en Namibie en l'occurrence, lorsqu'on se met dans la tête en particulier de ces éleveurs qui doivent partager leur vie au quotidien avec des grands prédateurs, voilà, essayer de confronter tout ça à la réalité et de se dire mais qu'est-ce que ça peut être réellement de vivre en étant éleveur avec un prédateur qui chaque jour menace de s'attaquer à son troupeau. C'est une question qu'on peut retrouver en France avec le loup, avec l'ours, même si évidemment on risque pas de se faire tuer par un loup ou par un ours. Mais moi, quand j'étais en Namibie, j'ai recueilli des témoignages d'éleveurs qui avaient vécu ces attaques de lions sur leurs troupeaux. Et il y a quelque chose quand même d'assez effrayant. Et on comprend que voilà, un lion, c'est pas Simba, quoi. C'est pas le roi lion. C'est que en fait, c'est un prédateur. Et le réel, c'est ça, à mon avis, quoi. Ouais. Oui, alors du coup, Vincent, pour ce qui vous concerne, le roman, c'est tout à fait ça aussi. C'est des jeunes qui font donc ces sessions et qui vont essayer. Est-ce que derrière vous aviez, est-ce que vous êtes documenté? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a en tête des ZAD, on a en tête des choses qui sont déjà essayées, qui sont déjà proposées. L'idée de faire des îlots, des archipels. Dans les deux cas, on a quand même vraiment l'impression que de toute façon, il faut essayer. Il faut être sur le terrain et avoir des idées, c'est nécessaire pour conceptualiser un peu les choses, mais il n'y a qu'en essayant qu'on verra si on arrive à faire quelque chose. Ce n'est pas une écologie qu'on peut imposer, c'est une écologie qu'il faut essayer. Oui, je pense que de toute façon, dès lors qu'on parle de politique, la politique, c'est l'art du faire. Et donc, on est obligé de confronter nos personnages à du réel, à des contradictions, à des échecs, et de voir ce qu'il en reste. Là, moi, ce qui était important dans ce bouquin-là aussi, c'était que l'histoire se déroule sur 40 ans. Et donc, de me poser la question, y compris au bout de 40 ans, est-ce qu'on a eu raison d'essayer ? Ne plus être dans la fougue et dans le romantisme des premiers essais, ne plus être dans l'amertume des premiers échecs, mais pouvoir tirer un bilan de temps long et sur 3 générations. Ça m'intéressait. Ce qui m'intéresse aussi par rapport à l'écologie, c'est j'ai le sentiment dans le roman de Colin qu'il y a une partie de cette écologie qui se manifeste sous forme d'une mélancolie, d'un regret de ce qui a été perdu. Aussi bien chez Martin, de voir des espèces s'en aller et disparaître, que chez la jeune chasseuse Apolline, de ne plus chasser comme on chassait avant, à l'époque où c'était risqué, que chez Konjima, le jeune africain du village, de constater que avant les chasseurs de lions, ils gagnaient une preuve de courage et l'amour de la fille du chef, et qu'aujourd'hui il est plus sûr que ce soit pareil. Donc c'est une écologie presque de la perte d'un paradis perdu, alors que mes jeunes gens, eux, sont plutôt dans une écologie du pari, de la prospective. Est-ce que ce sera pas mieux ailleurs? Vous voyez, t'es d'accord avec ça, Colin, ou pas? Oui, totalement. Totalement. Je pense qu'il y a vraiment dans Entre Fauves, chez tous les personnages, une espèce de nostalgie de temps perdu et peut-être de temps un peu idéalisé qui n'ont pas forcément réellement existé d'ailleurs. C'est valable chez tous les personnages et c'est valable y compris, comme tu le dis, chez Apolline, qui est une chasseuse
parce que elle garde effectivement cette nostalgie d'un temps qu'elle n'a pas connu, de l'époque des grandes chasses, de l'époque coloniale en fait, avec il y a toute espèce de romantisme colonial derrière, d'une époque où on pouvait partir et que des fois on revenait avec 20, 30 lions, où en fait ce mythe d'un paradis perdu. Et ce que je trouve très intéressant derrière ça, parce que j'ai pas mal lu sur le sujet, c'est qu'en fait il y a cette idée qu'en Afrique, il resterait peut-être quelque chose d'un espèce d'Éden qu'on aurait perdu en France. Il y a un livre qui a été publié récemment d'un historien qui s'appelle sur le colonialisme vert, le mythe de l'Éden disparu, le mythe de l'Éden occidental. Et que je trouve intéressant parce que ce qu'il explique en fait, c'est que ce mythe d'une Afrique sauvage, on pourrait même parler de ce terme sauvage parce qu'il a quand même un sens très particulier et très occidental à mon sens. C'est quelque chose qui n'a jamais existé, quoi. C'est-à-dire qu'on imagine qu'effectivement cette idée que l'Afrique c'est un des derniers territoires. Alors on pourra en parler pour l'Amazonie, on pourra en parler pour d'autres territoires, mais l'Afrique symbolise quand même beaucoup ça, une des dernières zones où effectivement on a des espaces sauvages entre guillemets qui n'auraient pas été perturbés par l'homme, alors que c'est totalement faux, quoi. L'homme est présent en Afrique depuis plus longtemps qu'en Europe et il a très largement contribué aussi à façonner et à modifier le milieu. C'est valable en Amazonie aussi. En Amazonie, on a cette idée que la forêt amazonienne est une forêt primaire, inviolée, vierge, et tous ces termes-là, sont des termes très occidentaux, des manières très occidentales en fait de décrire la nature, alors que plus on avance dans les recherches historiques et archéologiques, plus on se rend compte que la forêt amazonienne, elle a toujours, enfin pas toujours, mais elle est peuplée en tout cas depuis très longtemps, que les Amérindiens étaient autrefois beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui et qu'ils ont beaucoup plus contribué à brûler et aménager cette forêt qu'on ne le croyait. Donc oui, il y a cette idée d'un paradis perdu qui en fait, à mon avis, jamais vraiment existé. Donc ce qui veut dire que tout est à construire et à continuer d'inventer, en fait, par rapport à la question de l'écologie. Il ne s'agit pas d'y aller avec justement un romantisme ou une nostalgie, mais d'essayer de voir ce que ça peut donner. Je ne sais pas. Il faut essayer de voir ce que ça peut donner. Après, une forme de nostalgie ou une forme de romantisme peuvent être des carburants utiles. Qu'on soit exalté quand on arrive à un endroit où il y a tout à défricher, c'est très bien, parce que ça va être long et difficile. Donc, il y a un peu d'exaltation au départ, ça peut pas nuire. Qu'il y ait la nostalgie d'un temps où on avait plus de temps, moins de technique et où il y avait un rapport à la nature qui était plus de durée et de travail commun, ça peut être très bien et ça peut permettre de retrouver des pratiques qu'on a perdues. Donc, la nostalgie ou le romantisme, c'est pas forcément nuisible, mais en tout cas, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et je pense que nous, comme romanciers, parce qu'on n'écrit pas des essais, mais des romans, on peut pas s'en contenter. Parce que ce serait un mensonge à un moment, et que le principal écueil du romancier, ça serait de mentir, quoi, de raconter des histoires qui iraient dans notre sens. Moi, c'est ça qui me plaît vraiment dans Entre Fauves, c'est que j'ai le sentiment au début que Colin peut être d'accord à la fois avec les colères de Martin et son amertume, mais qui va les confronter à d'autres choses qui vont nuancer ses colères et ses amertumes, et qui va lui le confronter aussi aux impasses de ses colères et de ses amertumes, donc qui pousse le truc de façon très honnête au fond des impasses de chacun. Et ça, je trouve, en ce sens, c'est un roman qui est une expérience, mon ressenti, éprouvons-le au réel, et éprouvons-le assez loin pour aller se documenter en Namibie, etc. Il fait son boulot de romancier à ce moment-là.
Et du coup, ce qu'il en ressort n'est pas ce que Martin aurait voulu qu'on en retienne au début du roman au moins. Et là, pour moi, ça veut dire qu'il y a un roman qui a été un cheminement pour l'auteur et pour chaque personnage, donc il est super réussi, quoi. Mais alors, c'est vrai que dans vos deux romans, il y a effectivement cette question ce propos de dire, voilà, le romantisme ou la nostalgie qui peut être un carburant, l'idée d'un retour à un état de nature, entre guillemets, est partiellement faux. Il faut aussi tenir compte de ce que nous sommes aujourd'hui pour aller vers le futur. Par exemple, Vincent, dans votre roman, on s'aperçoit que même au bout de 40 ans, il n'est pas question d'un retour à un état de nature complet, et c'est une vie qu'on va juger plus naturelle parce que les personnages sont en pleine nature, font avec ce qu'ils ont, font corps aussi avec la nature plus que la première génération, mais par contre, il y a quand même des batteries solaires, il y a quand même des fusils, etc. Donc il y a quand même un peu de technologie, et l'idée, c'est pas de dire soyons des Amish, mais voilà, faisons avec ce qu'on a et avançons vers autre chose en tenant compte quand même de ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, mais pour moi, la question de la technique, c'est une question centrale aujourd'hui, plus que jamais dans notre rapport au monde, dans notre rapport les uns aux autres, etc. Là, c'est intéressant de vivre une table ronde en virtuel et de voir éventuellement ce que ça transforme, y compris dans la discussion. Mais il ne s'agit pas de faire abstraction de la technique, ça serait une illusion, et il ne s'agit pas de s'orienter vers les voies. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu les anarchistes primitivistes qui proposent la destruction de toute la technologie, y compris avec des moyens terroristes et violents. Il me paraît qu'il y a dans cette proposition-là un certain nombre d'impasses. Et donc, c'est pas le choix qu'ont fait mes personnages, même s'ils font le choix initial de se priver d'un certain nombre de moyens techniques et de revenir à une certaine austérité. Voilà, je pense que revenir à un état de nature fantasmé, ça serait précisément un fantasme, ça serait d'autre part intenable, et d'autre part ça échouerait tout bêtement, parce que tout le monde ne fera pas ce choix-là, et qu'il y aura des gens armés en face. Ouais. Et alors, du côté de Colin, on est en Namibie, c'est pas pour rien, c'est parce que effectivement, par rapport à cette question, en particulier dans le roman de la chasse et des grands prédateurs, etc., de la réintroduction ou de la sauvegarde de certains animaux, la Namibie, elle a aussi un parcours particulier, et elle prouve qu'on peut faire des choses intéressantes sans avoir des positions forcément extrêmes non plus. Oui, même si je pense que dans certains cas, l'extrémisme et une écologie qu'on pourrait dire radicale peut avoir du sens. Je ne suis pas personnellement opposé. Pour moi, Martin n'est pas un écologiste radical, c'est un écologiste égaré. C'est-à-dire que je pense que l'écologie radicale, elle peut avoir un sens, elle peut être construite et raisonnée. Pour moi, Martin, c'est pas ça. Martin, il s'est complètement égaré, il s'est perdu dans son combat. Pour moi, c'est ça. C'est un peu le sens du récit que de ce que je voulais raconter. Mais oui, le choix de la Namibie, il est effectivement pas anodin, parce que c'est vrai qu'à l'échelle de l'Afrique, où on a un discours un peu international qui est de dire que la biodiversité de l'Afrique est en train de s'effondrer, et qui derrière, avec des questions un peu avec des relents, je trouve un peu coloniaux, qui est de dire qu'en gros les Africains sont pas capables de conserver, de protéger leur environnement, et c'est à nous de leur montrer la voie et de leur expliquer comment il faut faire, parce qu'il y a quand même un petit peu ce genre de choses qui sortent de temps en temps. La Namibie est vraiment le contre-exemple, puisque c'est un pays qui est exemplaire en termes de conservation de la biodiversité. Il faut savoir qu'en Namibie, la conservation de la faune sauvage est inscrite dans la Constitution.
Donc c'est quand même quelque chose qui est placé à un niveau très très élevé en termes politiques. Et je pense qu'en France et en Europe, de manière générale, on n'a pas de leçon à donner de ce côté-là quand on voit ce qu'on a fait à notre faune sauvage en particulier, puisque la grande majorité de nos grands prédateurs, on les a exterminés, même si aujourd'hui, petit à petit, ils reviennent ou on essaye de rattraper un peu le coup. Mais on est loin d'avoir de leçons, enfin, on n'a pas de leçons à donner là-dessus. Et c'est vrai que la Namibie a une politique dans laquelle dont la chasse fait partie intégrante. Effectivement, la chasse au trophée est autorisée en Namibie. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'au cours des 30 dernières années, qu'on parle de girafes, d'éléphants, de lions, de rhinocéros, tous les indicateurs sont plutôt favorables, quoi. Toutes ces populations sont en augmentation. C'est la Namibie qui a la plus belle population de rhinocéros noirs hors parc national, c'est-à-dire vraiment complètement sauvage d'Afrique. Donc, il me semble que la Namibie nous démontre qu'il y a d'autres manières de faire de l'écologie que ce que nous, on essaye de faire, et que, en tout cas, ça marche, en tout cas chez eux, quoi. Et que je trouve que c'est plutôt un exemple à suivre qu'une politique à décrier, et que c'est pas à nous d'aller donner des leçons à des pays comme ceux-là. C'est valable pour d'autres. C'est pas valable pour tous les pays, bien sûr, mais c'est valable pour la Namibie, c'est valable pour le Botswana, par exemple. Le Botswana a la plus grosse population d'éléphants d'Afrique, et il y a 2 ans de ça, la chasse à l'éléphant était interdite, et à force d'avoir une population d'éléphants qui a augmenté, on a commencé à avoir des dégâts d'éléphants sur les grandes cultures, et avec des attaques et également des morts parmi les populations humaines. Et donc le Botswana a décidé de réautoriser de manière très contrôlée la chasse à l'éléphant. Et alors évidemment, des voix se sont élevées en disant le Botswana sacrifie la plus belle population d'éléphants d'Afrique. Moi, il me semble que vraiment le Botswana, c'est un exemple, quoi. On n'a pas de leçon à donner à ces pays-là, vraiment, quoi. Ce qui pose aussi la question d'une écologie raisonnée, enfin je ne sais pas comment dire, en tout cas d'une écologie locale, avec la question du pouvoir et la question de l'échelle, qui est notamment importante dans le roman de Vincent, par exemple, qui est très claire, qui est évidente aussi dans votre roman, Colin, mais pour Vincent, la question de l'échelle, de l'échelle de décision, de la taille aussi, jusqu'où on peut décider, par rapport justement à ces questions d'écologie, c'est quelque chose d'important. Ouais, pour moi c'est la question politique centrale, la question de l'échelle. À quel est le bon niveau pour discuter et décider quelque chose, quelle que soit la question, que ce soit la question de l'écologie, de la santé, de la culture, de l'éducation, de la défense, etc. C'est la question centrale. Et c'est la question centrale pour 2 choses. D'une part, pour pas que le pouvoir échappe et écrase, pour permettre que chacun conserve une souveraineté sur sa vie. Et d'autre part, pour des questions, y compris d'efficacité. C'est-à-dire, par exemple, moi je me pose des questions toutes simples en matière d'écologie. Est-ce que les économies d'énergie et la création d'énergie renouvelable ne seraient pas plus efficaces? Je ne sais pas. Hein. Je me pose la question. Est-ce que ce ne serait pas plus efficace si elle était confiée à chaque pâté de maison au lieu d'être une politique nationale? Si demain, je dois produire mon électricité avec mes voisins et que je dois la consommer avec mes voisins de telle sorte que on arrive à un équilibre et que ce soit le moins coûteux possible pour chacun de nous, mais en même temps que ce soit pas polluant pour nous, je pense qu'il y aurait des pratiques différentes. Donc, pour moi, la question de l'échelle, c'est la question centrale de la politique dans tous les domaines. Et là, en l'occurrence, elle m'intéresse aussi dans une réflexion sur la non-violence, parce que c'est Gandhi, quand il théorisait la non-violence, en faisait une question centrale de la non-violence, l'échelle. Il proposait que l'Inde ne devienne pas l'État qu'il est devenu, mais une fédération de villages, en disant, si je ne peux pas croiser chaque jour la personne qui décide pour moi, je crée les conditions de la violence. Voilà. Et
on le voit, il y a des lois qui passent actuellement qui sont des lois qu'on peut estimer liberticides, que moi je peux estimer liberticides, mais en réalité, la question c'est comment on s'administre ensemble. C'est intéressant de voir par exemple que sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, moi j'ai pas beaucoup étudié ce qui s'est passé sur la ZAD, mais en revanche ce qui m'y a intéressé, c'est les tentatives de comment on se police les uns les autres quand il n'y a pas de police, comment on gère les délits qui sont commis dans une communauté qui n'a plus de police, et comment on recrée des instances judiciaires, comment on juge des coupables quand il n'y a plus de justice. Ça, je trouve ça passionnant. Comment ça se passe au niveau d'un village. C'est des expériences qui ont été pas mal faites d'ailleurs dans certains coins d'Afrique. Je pense par exemple au Rwanda qui a inventé des tribunaux de village après le génocide et dont les résultats en matière de réconciliation sont intéressants aussi à observer. Donc la question de l'échelle, à quel niveau on traite le problème et à quel niveau on le juge, c'est une question centrale de la politique. Colin, c'est présent aussi dans la question du pouvoir, de qui décide. C'est présent aussi dans votre roman. Martin, il se heurte aux politiques par rapport à la gestion du parc régional des Pyrénées. Konjima, il y a la question de qui décide qui va tuer le lion et pourquoi, jusqu'où c'est porté. Donc c'est d'abord porté au village et puis un petit peu au-delà des institutions un peu supérieures entre guillemets. Donc c'est aussi une question qui me semblait assez évidente dans votre roman. Oui. Pas forcément. Non, mais je suis en train de réfléchir, j'essaye de voir, je ne suis pas certain que je l'ai vraiment abordé en tant que tel, mais la question de l'échelle, elle m'intéresse aussi dans le sens où ce que je pense qu'un des sujets qui est présent dans le roman, c'est que on s'intéresse à la chasse et donc à la destruction physique d'espèces. Mais en fait, ce qui arrive à la biodiversité, que ce soit dans les Pyrénées ou en Namibie, c'est les deux territoires dont je parle dans le roman, et la crise de biodiversité qu'on trouve sur tous ces territoires, elle est aujourd'hui également tributaire de décisions à l'échelle mondiale, et je pense notamment au changement climatique. C'est ce que je voulais montrer aussi, c'est que là on s'attaque en fait à des symboles, de la destruction d'espèces et particulièrement d'espèces emblématiques, alors que on a des menaces qui sont beaucoup plus globales et auxquelles il est beaucoup plus difficile de s'attaquer. Sur la question de la destruction de la faune sauvage en Afrique, aujourd'hui, on s'attaque beaucoup aux chasseurs de trophées parce qu'on peut s'attaquer à eux, parce qu'on les voit sur Internet, parce qu'on peut les identifier physiquement. Mais aujourd'hui, la principale menace sur la faune africaine, c'est avant tout la disparition des habitats naturels, c'est-à-dire effectivement cette question du partage de territoires entre les territoires occupés par l'homme et les territoires occupés par la faune sauvage. Et puis c'est le braconnage, c'est-à-dire toute cette destruction, toute cette chasse qui se fait en dehors des radars complets, c'est-à-dire là où on est vraiment sur de la destruction de masse. Et à laquelle il est évidemment beaucoup plus difficile de s'attaquer, et où évidemment quand on est derrière son ordinateur à s'énerver contre ce qui se passe en Afrique, c'est beaucoup plus difficile de s'attaquer à ça que de s'attaquer à ces riches blancs qui vont chasser un lion en Afrique. C'est aussi ça que je voulais montrer. Ce qui est assez frappant d'ailleurs sur la biodiversité, c'est aussi de voir comment on s'attaque
au problème de ces grands animaux très emblématiques que sont les grands prédateurs, tous ceux qu'on peut voir, et on s'attaque beaucoup moins à la question de l'équilibre en fait des écosystèmes et notamment à plein d'espèces qui sont beaucoup moins visibles. Je pense aux insectes par exemple, qui sont également en chute libre en termes de population en France et en Europe, mais qui est une disparition qui est totalement invisible. Alors on commence à en parler un petit peu aujourd'hui, mais qui s'est déroulée pendant des années et des années sans qu'on y prête vraiment attention, et qui peut déstabiliser beaucoup plus gravement en fait l'écosystème les écosystèmes dans leur ensemble. Ou alors on peut penser à plein d'autres espèces qui sont visibles, mais peut-être beaucoup moins attachantes ou beaucoup moins emblématiques, qu'on appelle la biodiversité ordinaire, quoi. Les monodomestiques, par exemple, hein, les populations de monodomestiques, elles sont en chute libre depuis 20 ans, mais on s'en rend pas compte parce qu'on considère que ça fait partie du quotidien, puis que c'est peut-être pas très beau d'ailleurs un monodomestique. C'est ça aussi que je voulais montrer, c'est qu'en fait, malheureusement, parfois, on s'attaque à des symboles et on s'attaque à ce à quoi on a l'impression de pouvoir s'attaquer. En tout cas. Mais du coup, ça veut dire que effectivement, imposer n'est en aucun cas la bonne solution. Y compris Vincent, par exemple, dans votre roman, c'est pas une révolution. On n'appelle pas les jeunes à une révolte ou une révolution. Eux, ils choisissent leur combat et ils ne l'imposent pas aux autres. L'idée, c'est laissez-nous tranquilles et laissez-nous faire, en fait. Ils font sécession, convaincus d'une chose, c'est que s'ils font une révolution, d'abord, il y a peu de chances qu'elle réussisse, mais quand bien même ils réussiraient et qu'ils balayaient le passé, rien ne les garantit contre l'idée qu'ils reproduiraient la même chose, simplement en étant aux commandes. Moi, c'est ça qui me frappe dans beaucoup d'histoires de révolution, c'est qu'on constate qu'on renverse un pouvoir despotique et qu'on recrée des despotes derrière. C'est là-dessus que je voulais réfléchir, et notamment, alors là, en m'adressant à des lecteurs qui sont familiers de la littérature jeunesse, où on met souvent en scène des jeunes gens qui font une rébellion contre des gens plus âgés pour renverser un pouvoir dictatorial. Là, moi, ma question, c'est 30 ans après, est-ce qu'ils ne sont pas devenus, eux, une fois qu'ils l'ont renversé, les dictateurs qu'il faudra renverser de nouveau? Voilà, c'est une question qui est inconfortable, mais qui est posée par l'histoire. Et du coup, la tentative qu'ils font, c'est une tentative de sécession, c'est-à-dire une tentative on va dire, d'autogestion, pour faire simple, ou d'anarchie, de s'installer ailleurs, en dehors, non pas d'essayer de prendre le pouvoir, mais d'essayer de se soustraire à tout pouvoir extérieur pour avoir la possibilité d'inventer autre chose, hors contrainte. La principale illusion qu'ils ont, c'est cette idée de hors contrainte, parce que évidemment, toute tentative de faire même à côté autre chose peut être vécue par un pouvoir comme une fragilisation et comme quelque chose auquel on va s'attaquer, ouais. Et d'ailleurs, dans le roman, il y a souvent, il y a un commando même, enfin un des personnages principaux qui va passer d'un côté et de l'autre de la barrière, on va dire ça comme ça pour pas trop en dévoiler, mais effectivement, il y a des commandos, il y a des flics tout le temps qui viennent embêter, tracasser même cette tentative de sécession, alors que, encore une fois, l'idée c'est juste laissez-nous tranquilles. Et c'est tout ce qu'on demande. Mais ça, juste ça, c'est un problème déjà. Ouais, je pense que l'hypothèse que quelqu'un puisse essayer dans d'autres cadres, avec d'autres règles et d'autres lois. C'est bizarre, ça clignote derrière moi. C'est le jour qui se lève. C'est une hypothèse qui est inadmissible. Je pense très sincèrement
que l'idée que d'autres s'organisent selon d'autres normes et qui s'en trouvent bien paraît inadmissible à un pouvoir, d'autant plus que c'est un pouvoir central et centralisé. Mais ça paraît inadmissible aussi aux voisins immédiats. Et on voit bien ce qu'il y a là dans la politique de police, et non police avec un C et non pas avec un S. On se police les uns les autres, on se flique les uns les autres, pour que, si la contrainte me paraît insupportable, au moins elle pèse sur tous. Et en ce sens, ça interdit toute embardée. Et là, moi, je voulais offrir à mes personnages l'opportunité d'une embardée. Voilà, de tenter autre chose, au moins un temps sans contrainte. Alors, comme je suis un romancier qui écrit plutôt des romans réalistes, il y a des contraintes extérieures qui vont s'exprimer dans la violence, qui vont s'exprimer dans le chantage, qui vont s'exprimer dans des interventions militaires, etc. Mais ils ont pour quelque temps, pour quelque endroit, à certains moments, l'opportunité d'inventer du neuf. Ouais. Et alors, il y a quelque chose qui est similaire à ce qu'a développé Colin dans son roman, même si de votre côté c'est évoqué plutôt que développé, c'est le véganisme par exemple, qui du coup au début du roman est devenu quelque chose d'obligatoire, et là, alors qu'aujourd'hui on tend vers ça, enfin on dit voilà, c'est bien de manger moins de viande ou pas du tout, et c'est bien d'essayer de faire gaffe pour tout un tas de raisons qui peuvent être justifiées. Là, pour le coup, c'est renversé, c'est devenu obligatoire, et du coup, on n'a plus la possibilité de ne manger pour vivre même, enfin de chasser pour vivre, par exemple, de tuer des animaux pour vivre. Ouais, là, ça m'intéressait en fait de faire du véganisme, à tort ou à raison. Hein. J'ai pas d'avis fixe sur la question. Moi, je continue de manger de la viande. Mais j'ai pas d'avis définitif sur la question. Ça m'intéressait d'en faire une nouvelle norme sociale et d'en faire un truc où, en définitive, ça permettrait à la population de penser qu'elle s'est réconciliée avec la nature. Voilà. D'en faire un discours général qui est sans rapport avec la pratique particulière. Voilà, ça a été une des hypothèses, et en définitive, ce que je raconte, c'est que dans les villes, c'est possible de l'appliquer, dans les campagnes, où on est en rapport direct avec des animaux sauvages, et aussi au moins avec le souvenir de l'élevage d'animaux domestiques, ça va être plus compliqué. Moi, ce qui m'intéresse aussi, là, dans le roman de Colin, par exemple, c'est ce sentiment que chez tous ces personnages, il y a une forme d'instinct du chasseur. Y compris chez ceux qui chassent les chasseurs, il y a une forme de retrouvaille avec un instinct primitif qui serait de chasser l'autre. Et c'est d'autant plus vrai dans le roman de Colin que d'une part, on a deux grands fauves, hein, pas seulement un, on en a un autre dont on ne trouve pas la trace, qui est l'ours qui a disparu. Et d'autre part, on a des chasseurs qui chassent à l'arc. Donc, comme des retrouvailles avec quelque chose de très primitif. Et j'avais envie de lui demander si dans ce roman-là, il a le sentiment qu'en définitive, la chasse, c'est au cœur de l'homme, quoi. Parce que même Martin, qui s'y oppose, il finit par être chasseur. Oui, enfin, je pense que c'est clair que entre fauves, avant d'être, enfin, pour moi, le thème central, c'est pas sur l'écologie et la conservation des grands fauves. C'était pas ça le sujet. Avant tout, c'était effectivement sur la chasse en elle-même et sur le rapport de l'homme au prédateur et à la prédation
et à la traque et sur cette question sur est-ce que c'est quelque chose qu'on a profondément ancré en nous. J'ai pas de réponse à la question, mais en tout cas je voulais questionner ça. Moi, quand j'ai écrit Entre Fauves, j'ai fait des entretiens avec des personnes qui pratiquent la grande chasse en Afrique. Avec notamment une dame qui est passionnée de grande chasse en Afrique qui part tous les ans. Et c'était évidemment un milieu qui m'est moi totalement étranger. Et il y avait quelque chose d'assez fascinant parce que moi, n'étant pas du tout chasseur, en fait, il y a 90% de ce qu'elle me racontait quand elle me racontait une chasse, où elle me dit en fait, on cherche l'animal, on met ses pas dans les siens, on l'approche, on se met à bon vent, on essaye de se mettre dans sa tête, d'essayer de comprendre comment il a pensé, où est-ce qu'il a pu se cacher. Il y a quelque chose de passionnant là-dedans, et pour n'importe quelle personne qui s'intéresse un tout petit peu à la faune sauvage, on a tous envie de faire ça, on se dit on a envie d'y être, quoi. Sauf qu'il y a effectivement cette différence fondamentale qui est à la fin le fait qu'elle tire, quoi. Et j'essayais de la questionner, cette dame-là, en lui disant mais pourquoi vous avez ce besoin de tirer, pourquoi pas prendre une photo ou juste s'en arrêter là, en rester là, et elle-même n'avait pas une réponse très précise à cela. Elle se questionnait, on n'était pas dans la caricature du chasseur qu'on peut imaginer. Elle se questionnait beaucoup sur ce point-là, mais pour autant, pour elle, c'était essentiel. C'est-à-dire ce fait de tuer l'animal à la fin était nécessaire. Elle utilisait des mots comme ce besoin d'aller au bout de l'approche, ce besoin de m'approprier la mort de l'animal, qui ferait appel à quelque chose qui serait profondément ancré à nous et de très reptilien. Vous voyez, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, si c'est une excuse qu'elle cherche pour excuser ses pratiques, mais en tout cas, je trouve que ça questionne beaucoup ce qui reste en nous de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, parce qu'on vient quand même de ces gens-là. Moi, je suis pas certain que ce soit quelque chose qui soit totalement ancré en nous, mais en tout cas, probablement qu'on a des restes. Et je voulais vraiment travailler là-dessus, parce que quand même, quand on écrit un roman, avant de parler d'écologie, comme tu le disais, on n'écrit pas des essais. Ce qui nous intéresse, c'est nos personnages, c'est les émotions qui les portent au quotidien, quoi. Et ça marche d'autant mieux s'agissant d'un roman noir, je trouve, que c'est quand ils rentrent en chasse que ça devient très excitant, les uns et les autres, et qu'on a cette excitation, y compris du chasseur, alors même que cette excitation-là, on sait qu'elle produit de la mort, quoi. Et je trouve du coup que tu places, y compris ton lecteur, dans une position inconfortable d'être excité par les différentes chasses. C'est vrai. Alors qu'il préférait ne pas l'être, quoi. Oui, mais c'était vraiment volontaire. Je voulais que cette chasse au lion, que le lecteur soit totalement immergé dedans, qu'il puisse se passionner pour elle, quitte à la seconde d'après réaliser et peut-être être un peu dégoûté lui-même des émotions qu'il vient d'éprouver, quoi. Parce que je suis convaincu que dans la chasse, et notamment la chasse aux grands prédateurs, il y a quelque chose d'excitant, quoi, et en même temps de troublant, parce qu'effectivement on va donner la mort à un animal aussi magnifique qu'un lion. C'était vraiment c'était un des objectifs de départ, c'est certain. D'accord. Alors, comme leur avance une dernière question peut-être à l'un et à l'autre, Vincent, donc ce roman que vous n'avez pas voulu au départ sur l'écologie, mais qui a quand même obtenu ce prix, et puis qui rentre quand même dans cette thématique, je suppose que vous avez eu des rencontres avec des jeunes sur ce livre-là, et comment justement ils réagissent par rapport à cette thématique, par rapport à ce qui est dit dans le roman, y compris que la façon dont ça aboutit 40 ans plus tard, c'est quand même que ces personnages ont une vie pas facile, qu'il y a de la violence en face, etc. Donc c'est pas effectivement juste on va vivre un paradis entre guillemets naturel. Il faut s'y coltiner, mais ça va être compliqué, quoi. Donc comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ce livre-là, à ces questions? Globalement, les jeunes, ils sont très ambivalents par rapport à la technique, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment effectivement qu'elle les lie,
En même temps, s'il rentre dans une pièce où il n'y a pas de Wi-Fi, c'est quand même un peu l'angoisse. On va pas se raconter d'histoire. Donc ils adorent les romans post-apocalyptiques parce qu'elles décrivent, ils décrivent des existences privées de technique, privées de réseau, et que ils ont bien le sentiment que pour eux, la technique et les réseaux sont des entraves. Mais ils n'envisagent d'adopter ces vies-là, pour les jeunes que je rencontre, que sous la forme d'une catastrophe. C'est-à-dire que ça serait, pour eux, l'immense majorité d'entre eux, ça serait pas un choix. Ouais, c'est si ça arrive. Cette vie, mais ils seraient curieux de vivre cette vie, mais c'est pas eux qui la provoqueront. Ce qui pose quand même question, effectivement. Enfin, ce qui nous interroge aussi sur la possibilité d'avenir. Ce qui pose question, je veux dire, moi je vis dans un coin d'Ardèche qui a été entièrement déserté par l'exode rural. C'est un coin d'une beauté absolue. Au moment où les gens sont partis, les villes dans lesquelles ils se sont installés n'étaient pas belles. Mais il y avait une forme de confort, de possibilité d'existence financière, d'eau courante, de choses comme ça, qui leur a semblé à un moment plus désirable. Et je pense que oui, il y a une volonté de quelque chose de plus confortable, de plus facile, qui est partagé par la grande majorité de la population, bien sûr. Et alors Colin, du coup, par rapport au sujet de votre roman, qui est quand même un sujet qu'on peut considérer comme clashant, hein, les pros et les anti-chasseurs, pas les anti-chasseurs, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Est-ce que par rapport aux rencontres que vous avez pu avoir sur ce roman ou aux réactions, est-ce qu'il fait bouger des choses? Est-ce que les gens qui sont a priori peut-être anti-chasse disent ah oui, effectivement, je vais voir les choses sous un autre angle, ou est-ce que les réactions sont vives et que de toute façon les camps restent opposés? Écoute, c'est assez troublant parce que j'ai eu des réactions très très diverses en fait sur ce livre. Moi, clairement, je voulais vraiment que ce soit un livre qui ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Le but n'était pas du tout de défendre les chasseurs ni de leur taper dessus, quoi. C'était vraiment c'est pas ça le sujet, vraiment. Je voulais certainement pas prendre position pour un camp ou pour l'autre. Et j'ai eu des réactions de toutes sortes. J'ai eu des personnes qui refusent de le lire parce qu'ils considèrent que la chasse, ils ne veulent pas en entendre parler et surtout pas mettre le doigt là-dedans. J'ai eu des gens j'ai des très bons retours. Hein. Globalement, je suis très content. L'accueil est très bon, mais j'ai eu des réactions qui sont très diverses. Certains le voient comme un plaidoyer contre l'érosion de la biodiversité et donc contre la chasse. Certains disent que entre les lignes, on sent que l'auteur penche plutôt du côté des écologistes. D'autres me disent l'inverse. Les chasseurs, eux, je sais que j'ai plusieurs chasseurs qui l'ont lu, qui ont beaucoup aimé. Notamment, je sais que j'ai une critique qui se prépare dans Le Chasseur français, donc je me dis que c'est plutôt une belle aventure, une belle réussite pour moi qui, en plus, ne connais rien du tout à ce milieu-là au départ. J'ai eu des réactions de personnes qui se sont dit totalement scandalisées par cette apologie de la chasse et même cette apologie des armes. Donc j'ai des réactions qui sont très très diverses. Je pense je pense que ça montre qu'un livre aussi appartient aussi au lecteur, quoi. C'est-à-dire que chaque lecteur en fait la lecture qu'il veut. Mais effectivement certaines de ces réactions, moi, me troublent parce que mon intention était parfois pas du tout celle que le lecteur y voit. Mais en même temps, je savais en écrivant que c'était un sujet clivant et que ça allait pas plaire à tout le monde. Mais on n'écrit pas forcément pour plaire à tout le monde.
Non, enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand j'ai commencé à me dire j'ai envie d'écrire un livre sur la chasse, écrire un livre dans lequel on aurait eu, comme je le disais au départ, d'un côté les méchants chasseurs et de l'autre côté les gentils écolos, moi ça m'intéresse pas, quoi. C'est-à-dire que ça peut faire un très bon livre, hein, je dis pas, peut-être d'autres auteurs le traiteront ça très bien, mais en tout cas moi c'était pas du tout ce que je voulais faire et vraiment ça ne m'intéresse pas, quoi. Je crois que le mieux, en fait, c'est de lire vos livres respectifs pour se faire son propre avis, son propre opinion. Donc, on arrive au terme de la rencontre et au terme du festival. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, aux gens qui nous ont regardés, peut-être ? Ouais, moi je voudrais saluer toute l'équipe d'organisation là, tous les gens au grand angle et ceux qu'on a vus à la caméra, ceux qu'on n'a pas vus, parce que franchement ils ont pris le risque jusqu'au bout d'attendre des nouvelles pour essayer de faire un salon en chair et en os. Quand il s'est avéré que c'était impossible, il restait assez peu de temps et je trouve qu'ils ont monté une édition virtuelle qui était vraiment de qualité. Je trouve qu'elle sera riche y compris en leçons peut-être parce que cette édition virtuelle a permis à des gens qui n'auraient pas pu venir sur place de suivre. Donc peut-être qu'on va prendre l'habitude de captation et de diffusion des choses. En tout cas, d'une part, ils nous ont envoyé à chacun une bouteille de chartreuse. Donc, mais il n'y a que ça qu'on n'a pas pu partager en direct, c'est bien dommage. Et ça, c'est quand même dommage. Et puis, un merci très particulier à Eva, Tiffaine, Marie-Lys, évidemment, je vais en oublier, Max, Vincent, Thierry. Et les techniciens aujourd'hui qui sont là, qui font les captations, parce que c'est une équipe. Moi, j'étais très heureux d'avoir été choisi comme invité d'honneur cette année, et en dépit du fait que l'édition soit virtuelle, je suis très heureux d'y avoir pris part et je trouve qu'il s'y est dit des choses vraiment vraiment intéressantes. J'ai suivi tout le week-end, pas en permanence parce que j'allais me balader aussi, mais je vais maintenant regarder les podcasts et c'était chouette, ouais. Merci Vincent. Ouais, je vais pas dire la même chose que ce que vient de dire Vincent, mais c'est vrai que moi je pense que c'est la première fois que je participe comme ça à une édition de salon virtuel. Peut-être pas, on l'a fait pour Quai du Polar aussi, mais je trouve que évidemment on préférerait être sur place, on préférerait se voir, on préférerait se faire la bise et se prendre dans les bras, mais je trouve que il y avait quelque chose d'assez enthousiasmant en fait dans la mise en place de trucs qui étaient en train de monter de jour en jour, et on se disait en fait ça va peut-être être pas si mal, quoi. Ça commence à prendre de la consistance, et moi je me suis complètement pris au jeu, et je trouve que c'est c'est un pis-aller, évidemment, on aurait préféré être sur place, mais j'ai l'impression que c'est quand même une belle réussite. Et puis le bon côté des choses, c'est qu'effectivement des gens qui évidemment n'avaient pas du tout prévu de venir au salon nous suivent peut-être aujourd'hui. Moi je sais que j'ai des personnes par exemple de Guyane qui nous suivent en ce moment et qui évidemment n'avaient pas du tout prévu et ne pourraient pas du tout venir à Voiron ce week-end. Donc c'est le bon côté aussi des choses, c'est qu'on n'est pas sur place, mais on peut être regardé d'un peu plus loin, quoi. Et voilà, donc je voulais aussi remercier tout le monde pour la chartreuse, bien sûr, mais aussi pour toute cette belle organisation. Je trouve qu'il y avait quelque chose de très pro, quoi, dans tout ça, qui était assez enthousiasmant, vraiment. Avec ce truc cool en plus pour nous les auteurs de pouvoir suivre les interventions des autres, ce qui est ça change, ouais. sur un salon, parce qu'en général quand les autres sont en table ronde, soit nous on est aussi en table ronde, soit on est en signature, donc au moins on a pu s'écouter les uns les autres et c'était souvent passionnant, ouais. Eh bien, merci à vous deux et merci à tous. Merci et rendez-vous peut-être quand même en vrai une prochaine fois, en tout cas avec grand plaisir. Il y a intérêt. Merci. Au revoir.